Une production du Studio SF. Bonjour tout le monde, re-bienvenue à Science Radio. Kev, ça va? Ça va pas pire, là. Aujourd'hui, je pense que ça va être un sujet un peu confrontant pour moi qui est un grand mangeur de viande. On va parler d'alimentation végétalienne. Et on est en excellente compagnie aujourd'hui. On a reçu Karine Paiement, qui est nutritionniste et candidate au doctorat en sciences de l'activité physique pour discuter du sujet. Donc aujourd'hui, gros tour d'horizon sur ce que c'est l'alimentation végétale. Est-ce que c'est meilleur pour la santé? Est-ce qu'il y a des nutriments dont il faut s'inquiéter? Est-ce qu'on peut manger assez de protéines? On adresse aussi différentes populations, les enfants, les athlètes, femmes enceintes. Donc, ouais, j'oublie quelque chose, Kev? Non, je pense que ça fait le tour. Ben oui, il nous reste juste à vous souhaiter bonne écoute. Kev, salut! Salut! Ça va? Ouais, pas pire. Je me sens un peu imposteur aujourd'hui à la table. Ben non, au contraire, là, on est en excellente compagnie. On est avec Karine Paiement, qui est nutritionniste. Donc, oui, on est deux nutritionnistes à table avec un épidémiologiste. Non, mais pour être tes questions on the spot naïves, ça va vraiment être plus que bienvenu. Karine, tu es aussi candidate au doctorat en sciences de l'activité physique. Tu es la fondatrice de la clinique Endorphine Nutrition, autrice du livre Manger et bouger intuitivement. Est-ce que j'oublie des choses? Tu fais plein de choses, conférencière aussi. Plein de choses. J'ai aussi les cliniques Nutri sans chichi qui sont maintenant associées avec Endorphine Nutrition. Puis pour le livre, je suis co-autrice. J'ai quand même ma collègue Geneviève Nadeau qui m'a beaucoup aidée. Donc, je ne vais pas prendre tout le crédit de ce livre. Oui, puis aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant. En tout cas, Kev, tu disais que ça t'intéressait pas tant, mais je sais que tu vas trouver ça, tu vas y trouver ton compte. Je vais trouver mes airs là, au fur et à mesure qu'on avance dans ce sujet. On parle d'alimentation végétalienne, donc l'alimentation végane qu'on entend peut-être plus dans la sphère populaire. Karine et moi, les deux, on est végétariennes. On va pouvoir expliquer un peu la nuance entre ces différents termes. Puis aujourd'hui, on va parler de différents mythes qui circulent sur le sujet. Est-ce que c'est bon ou non pour la santé? Est-ce qu'on peut gagner de la masse musculaire pour les enfants, femmes enceintes, etc.? Fait que je pense qu'on va pouvoir faire un beau tour d'horizon. Karine, veux-tu commencer en nous expliquant peut-être la différence entre l'alimentation végétalienne et végétarienne? Oui, mais en fait, on peut essayer de démystifier un petit peu c'est quoi les aliments qu'on retrouve dans quel type de diète. J'aime pas trop mettre des étiquettes, mais en même temps, ça nous permet de comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne. Donc, si on parle d'alimentation plus végétarienne, généralement, c'est que ça exclut les aliments qui sont issus de la chair de l'animal. Donc, on ne va pas manger de viande, de volaille, de fruits de mer, de poissons, mais on va consommer les sous-produits, donc les œufs, les produits laitiers, lait, yogourt, fromage, etc. Quand on va parler plus d'une alimentation qui est végétalienne, c'est là qu'on va exclure également tous les produits qui sont plus issus de l'exploitation des animaux, donc le miel également. Et on peut faire peut-être la distinction entre le végétalisme et le véganisme. Absolument. Il faut la faire, je pense. Oui, tout à fait. Donc, au niveau du véganisme, c'est pas juste au niveau de l'alimentation, ça va être aussi au niveau du mode de vie. Donc, par exemple, lorsque je vais vouloir m'acheter un nouveau fauteuil, je vais m'assurer qu'il soit pas fait de cuir, ou les vêtements également. Je vais peut-être planifier des activités qui seront pas nécessairement d'aller visiter un zoo. Donc, je vais vraiment essayer de limiter ou même d'éliminer tout ce qui a un lien avec l'exploitation des animaux. C'est une position morale, en fait, le véganisme. Donc, c'est plus loin que juste ne pas consommer d'aliments qui viennent des animaux. Exactement. Tout à fait. Puis avant d'aller plus loin, il y a quelqu'un qui nous a posé la question quelle est l'origine de l'alimentation végétalienne? Parce qu'on dirait, puis en tout cas, c'est mon impression personnelle, peut-être dans les 5-10 dernières années, ça a gagné en popularité. Bon, certains documentaires sur Netflix qui ont popularisé ça. Puis là, quand j'ai été regarder un petit peu, la Vegan Society, qui est un gros organisme qui regroupe des ressources sur le sujet, ça a été fondé en 1944. Par contre, il y a des traces plus du végétarisme que du végétalisme qui remontent à l'époque de la Renaissance, au Moyen Âge, à l'Antiquité. Puis, il y a certains philosophes grecs comme Pythagore qui aurait aussi été végétarien. Donc, bref, fun fact. Faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Tu sais, moi, dans mon cours d'épidémiologie que j'enseigne, là, je fais comme l'histoire de l'épidémiologie, puis on passe au travers, justement, des différentes périodes de la vie. Là. Puis, c'était très fort là, chez les Grecs, là, les saines habitudes de vie. Puis ils ont réalisé très tôt qu'une alimentation basée sur des produits qui venaient principalement des plantes
avait des avantages sur la santé puis le bien-être. Donc, c'était de manière très empirique, là. C'était par essai et erreur, je dirais. Là. Ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui pour pouvoir dire ces choses-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça remonte à il y a longtemps, puis qu'on s'est perdu entre-temps quelque part dans le Moyen-Âge, puis on a perdu toutes nos connaissances. On recommence à revenir sur ces sujets-là. By the way, un disclaimer, vous avez dit que vous étiez végétarienne les deux. Moi, je suis aucunement végétarien. Je veux dire, j'ai une bonne alimentation en général, mais je me permets de manger de la viande. Toi, tu nous accueilles avec de la sangria puis des charcuteries chez toi. Ouais, généralement, ouais. Ça fait pas, c'est mon genre, ça, tu sais. Ouais, puis par rapport à la là, j'allais mélanger prévalence, incidence, là, mais quantité de Canadiens ou d'Américains. Au Canada, ce serait à peu près 4,6 % des Canadiens qui s'identifieraient comme véganes par rapport à 7,6 % pour les végétariens. Aux États, on est autour de 3,3 %. Donc, quand même un pourcentage qui était en augmentant. Est-ce qu'on a une idée de, comme, mettons, il y a 20 ans, on était où dans ces pourcentages-là? Puis aujourd'hui, on se situe où? De mémoire, on était plus autour des genre 0,5, 1 %. Fait qu'il y a quand même eu un gros tendance à la hausse. Ouais, là, tendance à la hausse. Puis, ben, les gens sont intéressés par ça. Ça peut être pour des motivations en lien avec l'éthique animale, pour l'environnement et la santé. Donc, aujourd'hui, nous, c'est plus ça qu'on va couvrir. Puis, justement, ben, plongeons dans le vif du sujet. Une question qui ressort souvent, est-ce que la diète végétalienne est vraiment meilleure pour la santé? C'est une bonne question parce qu'effectivement, beaucoup d'aliments qu'on retrouve dans l'alimentation à base de plantes vont être des aliments qu'on promouvoit comme étant des aliments qui contribuent à une saine alimentation. On peut penser entre autres au Guide alimentaire canadien, la dernière qui remonte à 2019, qui promouvoit le fait d'augmenter la fréquence où on consomme des protéines d'origine végétale par rapport aux protéines plus d'origine animale. Donc oui, tout ce qui est légumineuse, produits du soya, donc tofu, tempeh, tout ce qui est noix et graines, ce sont des aliments qui vont avoir un impact positif sur la valeur nutritive de notre assiette, si on veut, donc plus de fibres, moins de gras saturés. Donc, ça peut être vraiment intéressant, mais est-ce que l'alimentation végétarienne, végétalienne est nécessairement meilleure pour la santé qu'un autre type d'alimentation? Bien, c'est plus flou dans la littérature. En fait, on sait que ça peut avoir des impacts positifs, mais est-ce que c'est la seule façon de bien s'alimenter? Ça, peut-être un peu moins. Puis ce qui ressortirait comme étant, tu sais, ce qui serait associé davantage aux bénéfices, c'est la grande présence, justement, de végétaux. Tu l'as bien nommé, les protéines d'origine végétale, tofu, tempeh, les légumineuses, les grains entiers, plutôt que l'absence totale de produits laitiers ou de viande. Puis ça, bon, Kev, je sais que tu te sens imposteur, là, mais toi, l'épidémiologie par rapport à la viande rouge, le cancer et tout ça, il y a quand même... Ben, bon, je te laisse aller là-dessus. Comme épidémiologiste, j'ai tenté de me tenir loin de la nutrition le plus possible. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur à étudier. Oui, je comprends, mais c'est tellement dur à étudier. Il faudrait qu'on suive chaque personne au jour le jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur 20, 30, 40 ans pour vraiment bien évaluer leur alimentation, leur diète en lien avec des maladies chroniques comme le cancer. Mais ce qu'on sait, puis ce qui est assez bien établi aujourd'hui, en termes de cancer du moins, parce que c'est ma spécialité, on sait que la viande rouge, c'est quelque chose qui est à limiter, sinon même à éviter pour diminuer nos risques de développer un cancer. Ça ne veut pas dire parce qu'on mange la viande rouge qu'on va nécessairement développer un cancer éventuellement. C'est juste qu'en moyenne, dans la population, c'est quelque chose qu'on observe. Donc ça, on le sait. Après, est-ce qu'il faut démoniser la viande? À mon avis, je ne crois pas. Je pense que, tu sais, on faisait référence là, à l'assiette santé du Guide alimentaire canadien qui fait une grosse, tu sais, la grosse part de cette assiette-là, c'est les grains entiers, une alimentation basée sur les fruits puis les légumes. Donc, bref, c'est ce que je pense en tant qu'épidémiologiste pour le moment. Mais... Je pense que c'est important de nuancer aussi qu'en ce moment, dans la littérature, ce qui est associé à des effets plus bénéfiques au niveau des maladies cardio-métaboliques, cholestérol, le fameux cholestérol LDL, là, qu'on dit le mauvais transporteur du cholestérol et tout ça. On parle d'une alimentation végétalienne qui est peu transformée, où les gens vont davantage cuisiner, justement, et consommer beaucoup de végétaux, parce que quand il y a des profils d'alimentation végétalienne qui sont plus riches en aliments ultra transformés, en gras trans, en huile tropicale et tout ça, ça, au contraire, c'est associé à des effets délétères pour la santé, même
davantage de risques de syndrome métabolique, des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est pas juste parce que quelque chose est végétalien que c'est automatiquement meilleur pour la santé. Non, puis j'aimerais vous entendre là-dessus parce que je trouve ça difficile de dire c'est quoi le seuil à partir duquel un produit est transformé ou non. Parce que moi, dans mon livre à moi, je suis un extrémiste, OK? Donc, je suis comme, à partir du moment que c'est wrappé dans du plastique ou moindrement que ça a été process, je veux dire, dans ma tête, du beurre, on en parlait tout à l'heure en voiture, du beurre, pour moi, c'est quelque chose qui est transformé. Je veux dire, il y a une manipulation à partir d'un élément primaire, d'un aliment primaire, puis on l'a transformé. Donc, moi, dans ma tête. Puis ça, c'est... Je ne vais pas dire nécessairement que le beurre est nocif, peu importe. Mais la question revient justement pour le tofu. Soya, le tofu, je veux dire, je regarde ça, ce bloc de tofu-là, ça a été manipulé de plein de façons. Parfois, on rajoute aussi des assaisonnements, du sel, des choses. Donc, en tout cas, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, bien, tu sais, il y a la classification NOVA, je ne sais pas si... Aucune idée, c'est quoi. Parfait. Tu peux l'expliquer. Ouais. Parfait. Donc, la classification NOVA, c'est ce qui permet justement de déterminer un aliment s'il est plus transformé ou ultra transformé. Donc, il y a comme 4 catégories. Tu as les aliments frais, donc ce qui pousse dans les arbres ou l'animal, le morceau de l'animal tel quel. Donc, ça va être plus les ingrédients de base, si on veut. Alors ça, tu as les ingrédients culinaires, qui est plus tout ce qui est huile, sucre, sel, les trucs que tu vas pas manger comme ça, mais que tu vas utiliser pour cuisiner des aliments préparés maison, justement. Après ça, la troisième étape, c'est plus, la troisième catégorie. Troisième niveau. Troisième niveau, si on veut, c'est les aliments qui sont transformés plus de base, si on veut. Donc, où il y a une manipulation, par exemple, du fromage, ça pousse pas comme ça, ou quand on traîne vache, c'est pas directement du fromage, mais il n'y a pas nécessairement d'ajout de sucre, de sel, de gras ou de beaucoup d'ingrédients pour le transformer, pour le rendre à cette étape-là. Et après ça, tu as les aliments plus, justement, ultra transformés, où là, il va y avoir beaucoup plus d'ajouts d'additifs, de sucre, de gras, de sel, de choses qu'on va pas nécessairement retrouver dans notre garde-manger pour cuisiner des aliments maison. Après ça, est-ce que tous les aliments ultra transformés sont nécessairement nocifs pour la santé? Là, il va falloir qu'on nuance énormément, puis on pourra en parler pendant des heures et des heures. Mais évidemment qu'il y a une question de fréquence, puis il y a une question de quantité. Mais ultimement, l'industrie alimentaire veut répondre à la demande. Donc, il y a quand même de plus en plus d'aliments qu'on va classifier comme étant ultra transformés, qui ont quand même des valeurs nutritives intéressantes parce que il y a beaucoup de gens qui cherchent à mieux s'alimenter, mais qui n'ont pas nécessairement plus de temps pour cuisiner, donc qui cherchent des solutions rapides et accessibles. Donc, il ne faut pas nécessairement diaboliser autant on ne veut pas diaboliser la viande rouge, on ne veut pas nécessairement diaboliser tous les aliments ultra transformés. C'est de trouver un fameux l'équilibre. C'est ça, c'est le caractère holistique de la diète, là. C'est de dire, regarder dans son ensemble, qu'est-ce qu'on consomme globalement, comment qu'on le consomme, comment qu'on l'apprête. Et pour nuancer ou peut-être répondre justement à la question, justement, mettons, le tofu, ça rentrerait dans la troisième catégorie où il y a eu une certaine transformation, mais le profil nutritionnel demeure super intéressant. Tu n'as pas la présence d'ajouts d'additifs ou quoi que ce soit. Donc, ça demeure un aliment d'un point de vue nutritif qui est super intéressant. Par contre, ce qui rentrerait plus dans la catégorie d'aliments ultra transformés, qui peut être peut-être un peu moins intéressant si on le consomme fréquemment, ce serait des produits style les fameuses, on va le name drop, là, mais les boulettes Beyond Meat, par exemple, ou les fausses viandes et tout ça. Puis Karine, je suis curieuse, toi, dans ta pratique clinique, parce que tu fais également justement de la pratique clinique, est-ce que tu as remarqué un changement où les gens qui souhaitent se tourner vers une alimentation plus végétale vont davantage avoir tendance à se tourner là-dessus? Parce que je sais pas pour toi, mais moi, quand je suis devenue végé il y a 8 ans, ces produits-là n'existaient pas. Donc, j'ai appris à cuisiner les légumineuses, le tofu, le tempeh from scratch. Donc, toi, est-ce que tu vois cet attrait-là des gens vers ces produits-là? Bien, je pense que ça dépend du profil des individus puis du pourquoi ils adoptent une alimentation végétale, puis s'ils veulent nécessairement tout couper ou s'ils veulent seulement réduire leur consommation de viande. Donc, je dirais pas mal des deux, puis je vais nommer aussi que ça fait plus de 10 ans que je suis végétarienne, donc j'ai aussi ce privilège, le même privilège que toi, qui est d'avoir ces compétences-là culinaires, de cuisiner peut-être un petit peu plus de variété de protéines végétales. Donc, c'est pas nécessairement facile de vouloir devenir végétarien ou végétalienne. Donc, il faut réaliser que si on veut avoir une alimentation qui est peu transformée à base de plantes, bien, ça demande quand même un petit peu plus de temps, des fois, en cuisine. Mais pour revenir à la question de à quoi ça ressemble dans la population, bien évidemment, étant au doctorat et ayant des charges de cours, je ne fais plus autant de cliniques que j'en ai déjà fait, mais je peux quand même répondre au fait que, bien oui, les produits, ils répondent à un besoin. Donc oui, les gens en consomment de ces produits-là, mais est-ce qu'ils consomment à tous les jours des produits transformés? Bien pas toujours. Est-ce qu'on mange, même quand on mange de la viande, est-ce qu'on mange des hamburgers à tous les jours?
Pas nécessairement. Donc, en devenant végétarien, végétalien, on va pas nécessairement se mettre à manger des Beyond Meat pour reprendre cet exemple-là à tous les jours non plus. Donc, c'est quand même à considérer que ça répond à un besoin, mais est-ce que les gens en consomment tant que ça? Pas nécessairement, ça dépend vraiment du profil de la personne, si elle cuisine pas, si elle le fait pour l'éthique animale, si elle le fait pour plus pour la santé. Bien là, des fois, ils vont pas nécessairement changer tant que ça vers des aliments transformés, mais vont quand même en intégrer parce que c'est pratique. Oui, puis j'ai regardé un peu dans la littérature, justement, des analyses un peu du profil de ces aliments-là, puis il y a quand même des différences importantes parce que oui, on en a justement qui vont être très, très transformés, très riches en sodium, où on va retrouver des gras saturés, des gras trans qui sont un type de gras un peu moins intéressant pour la santé, mais tu as quand même d'autres produits, justement, quand les premiers ingrédients qui sont utilisés, ça va être des légumes, des légumineuses, du tofu, etc., qui vont être des produits transformés, mais avec un profil alimentaire, un profil nutritif qui est intéressant. Donc, mettons que quelqu'un se retrouve devant l'étalage de produits, comment, si c'est pas trop, ce serait quoi des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un pour peut-être faire un choix un peu plus éclairé, disons qu'on cherche un produit qui est plus intéressant d'un point de vue nutritif? Mais si le but de cet aliment-là, c'est de remplacer une source de protéines, bien, c'est de s'assurer que ça en contient suffisamment. Parce que si on reprend l'exemple des galettes de burger, bien, il y en a qui, oui, ont un profil nutritionnel où il va avoir une teneur en protéines qui est intéressante, mais parfois pas vraiment. Donc, si c'est un repas une fois de temps en temps, ça change pas grand-chose à notre vie, mais si on veut que ce soit un repas qui est quand même rassasiant, bien, les protéines, c'est quand même important à considérer. L'apport en sodium aussi. Encore une fois, c'est pas un seul repas qui va faire la qualité de notre alimentation, mais il y a quand même des produits qui sont très salés, donc peut-être à considérer, en particulier si on a une condition médicale qui fait en sorte que bien, le sel, par exemple, si on fait de l'hypertension artérielle, on veut peut-être faire attention à cet élément-là. Donc, je dirais protéines et sel sont probablement les choses à regarder le plus. Fibres, généralement, c'est pas là qu'on va le plus chercher nos fibres parce que si on a une alimentation qui est végétale, généralement, les fibres ne sont pas un enjeu, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder aussi si on veut un repas qui est un petit peu plus rassasiant. Puis là, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas nécessairement la littératie nutritionnelle, on a les valeurs nutritives qui sont inscrites sur la plupart des produits ou tous les produits au Canada. Tous les produits, pas mal tout, hein, je crois. Ouais. Peut-être pas qu'est-ce qui vient directement en vrac. Non, pas les fruits et légumes. Ces choses. Mais, tu sais, donc on regarde ces tables-là, puis comment qu'on peut interpréter cette chose-là? Là, tu mentionnais le sel, par exemple. Il y a un petit pourcentage qui est inscrit à côté. Là, ça dit 5% de l'apport quotidien suggéré, etc., etc. Mais ça vient, faut tenir compte aussi de la portion de l'aliment qu'on va utiliser et ces choses-là. Donc, mais il y a le truc mettons que le petit truc, c'est ça. Le petit truc, là, c'est que 5% c'est peu, 15% c'est beaucoup. Fait que disons que tu achètes un burger, puis là, pour une galette, elle va t'apporter de sodium, puis au bout, c'est écrit 18%. Ben là, ce serait une galette qui contiendrait beaucoup de sodium. Donc, ça, c'est un petit truc, puis ça s'applique autant pour des nutriments comme le sodium auquel on veut peut-être faire un peu plus attention, mais aussi pour certains nutriments comme les fibres ou les protéines qu'on souhaiterait retrouver. Les protéines, par contre, le pourcentage ne s'y retrouve pas. Pour les fibres, oui. Donc là, dans ce cas-ci, si on aurait un aliment qui apporte 18% de fibres, ben ça, c'est intéressant. Fait que c'est le petit truc simple, je pense qu'on peut, qu'on peut retenir. Donc le 5-15 pour le sel. Oui, exactement. Et pour tous les autres aussi. Fait quoi? Toi, Karine, y a-tu d'autres petits trucs que tu donnes à des clients par rapport à l'analyse de l'étiquette nutritionnelle? Parce que c'est vrai que quand on la regarde, c'est un paquet de chiffres, ça peut sembler vraiment mêlant puis pas nécessairement facile de s'y retrouver. Mais des fois, j'aime bien essayer de regarder la liste des ingrédients. Ouais. Est-ce qu'elle est très longue? Est-ce que c'est des aliments les ingrédients, est-ce que je reconnais que c'est des aliments ou est-ce que c'est une panoplie d'additifs? Puis on veut pas, encore une fois, diaboliser les additifs. Ils ont quand même un rôle à jouer. Mais s'il y a principalement ça, puis on a de la difficulté à dire qu'est-ce qu'il y a dans l'aliment, bien, peut-être que je peux considérer un autre choix. Puis l'autre élément, puis ça, ce sera pas sur l'emballage qu'on va le considérer, mais c'est le goût. Il faut que ça soit bon, il faut que ça soit agréable à manger. Fait que même si le profil nutritionnel il est parfait, mais que quand j'arrive pour le manger, j'ai l'impression que je mange du carton, ben on va peut-être considérer l'expérience est importante. Ben oui. C'est un des plaisirs de la vie quand même, manger. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir végétaliser leur alimentation, mais qui sont pleins de bonne volonté, mais vont se retrouver à faire des compromis sur le plaisir et le goût qu'ils vont trouver. Et pourtant, c'est tellement important, non seulement pour garder le comportement à long terme, mais aussi parce que c'est possible de cuisiner des recettes végétaliennes qui sont délicieuses. C'est aussi associé dans la littérature à des meilleurs outcomes de santé, de bien-être surtout. Et voilà, donc oui, puis j'ai plein d'avantages là-dessus. Effectivement, puis je m'étais pris des petites notes aussi par rapport au fait que quand on parlait de santé, est-ce que l'alimentation végétale est meilleure pour la santé, oui ou non? Bien, même si ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé en raison du profil, si c'est peu transformé,
Mais il faut quand même savoir que la santé, c'est pas que physiologique. Si j'adopte une alimentation qui est plus végétale, puis que c'est aligné avec mes valeurs, que je suis satisfaite des repas que je mange, que j'ai un sentiment de contribuer au bien-être animal, à l'environnement, puis que c'est satisfaisant pour moi, puis que ça m'élève d'une certaine façon, puis que ça m'amène à cuisiner davantage, bien effectivement, ça peut être positif. Mais si j'adopte cette même alimentation-là, mais que en arrière, je me sens coupable, c'est hyper anxiogène, que dès que je déroge de ça parce que j'ai oublié d'amener mon lunch au travail ou à l'université ou peu importe, puis que là, je me culpabilise de manger quelque chose qui pourrait contenir des traces de produits laitiers ou de lait ou quoi que ce soit, bien, ça se peut qu'au niveau de ma santé sociale, ma santé mentale, bien, que ce soit un petit peu moins intéressant. Donc, à considérer, là, il y a, oui, le contenu de l'assiette, mais il y a le contexte aussi dans lequel on mange, puis l'intention qui est derrière. Ah, c'est tellement pertinent. Puis il y a aussi des données chez les adolescents, plus particulièrement, où l'adoption d'une alimentation végétale est parfois un motif pour cacher un trouble des conduites alimentaires. C'est une façon d'avoir un peu une excuse de couper des aliments. Donc, ça, c'est vraiment pertinent de, toujours en nutrition, au-delà des nutriments, le contexte et l'intention derrière la consommation. Oui. C'est quelque chose qu'on voit encore comme mythe circuler. Il faut manger des petites salades vertes pour rester mince et en santé. Là. Puis ça, c'est très dommageable de penser comme ça, je crois. Ouais. Puis Karine t'a parlé tantôt d'avoir des aliments qui contiennent suffisamment de protéines. Ça, je pense que c'est la question à $1 million que tu dois te faire encore poser après 10 ans et qu'on entend toujours. Est-ce qu'avec une alimentation végétale, on risque de manquer de protéines? Si on répond à nos besoins nutritionnels en termes d'énergie, disons, si je mange suffisamment, il n'y a pas d'inquiétude au niveau des protéines. Mais effectivement, si j'adopte une alimentation végétale dans le but d'être plus dans la restriction et que je ne réponds pas à mes besoins en énergie, bien là, effectivement, je peux avoir un risque, mais pas juste de carence en protéines, de carence en plein d'autres. Ouais, exactement. Ouais. Donc, pour la réponse courte, non, on n'est pas plus à risque de carence en protéines avec une alimentation. Donc, si tu manges suffisamment à ta faim, tu écoutes tes signaux de satiété, tu as faim, tu veux manger, let's go, tu y vas, tu manges suffisamment, tu es correct. Oui, dans la mesure où on mange varié. Varié, c'est ça. Si je mange des pâtes blanches, sauce tomate. Ouais, on s'entend. Ouais. Et on sous-entendu. Là. Et où on va venir remplacer adéquatement la viande par des protéines végétales. Donc, on en a nommé justement tofu, tempeh, légumineuses. Puis, tu sais, à masse et à quantité égale, le tofu, le tempeh vont apporter à peu près autant de protéines que la même quantité de poulet ou de bœuf. Donc, ça, de ce côté-là, on est vraiment tiguidou. Oui. Bon, moi, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment choqué de mes études en biochimie quand j'étais un jeune étudiant, il y a déjà 13 ans de cela. Il y a un professeur qui avait dit les acides aminés essentiels. Ah ouais, les fameux. Ouais. OK, donc tu es obligé de manger de la viande ou un minimum de viande ou de protéines animales pour avoir tes acides aminés essentiels. Là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, les acides aminés, c'est les constituants des protéines. C'est les blocs de construction des protéines dans notre corps. Donc ça, est-ce que c'est un mythe? Mais en fait, pendant longtemps, on parlait de la complémentarité des protéines, la complémentarité des acides aminés essentiels, qu'il fallait qu'à chaque repas, si on était végétarien, végétalien, bien, qu'il fallait absolument avoir cette complémentarité-là. Mais on s'est rendu compte que finalement, c'était pas nécessaire que ce soit à chaque repas, mais qu'effectivement, il faut manger une variété de sources de protéines pour s'assurer d'aller chercher les différents acides aminés qui sont essentiels. Mais on n'est pas obligé d'avoir de la viande pour répondre à ces besoins-là. C'est juste que la viande, elle les contient toutes, alors que les protéines plus d'origine végétale, bien, généralement, il y en a qui sont plus fortes en certaines aminés essentiels, d'autres en d'autres. Mais dès qu'on a une variété dans notre alimentation, notre corps va aller chercher ce qu'il a besoin pour reconstruire. Là, si on reprend l'analogie des blocs de construction, pour aller reconstruire ce qu'il a besoin en termes de protéines avec les acides aminés. Et il y a en gros, diversification, c'est le mot-clé. Oui, et il y a quand même certaines protéines d'origine végétale, notamment tous les produits de soya qui contiennent les 20 acides aminés essentiels. Le quinoa, entre autres, qui est un grain avec lequel on peut cuisiner, est aussi une protéine dite complète. Donc, c'est ça, l'important, justement, tant qu'on a la diversité au cours de la journée, on est parfaitement capable d'aller rencontrer nos besoins en protéines. Puis ça, je pense qu'on le nomme souvent comme nutritionniste quand on reçoit cette question-là. Souvent, les gens ont peur de ne pas manger assez de protéines. Et la réalité, c'est que la majorité des gens au quotidien mangent déjà suffisamment de protéines et probablement bien au-delà de leurs besoins. L'enjeu est vraiment au niveau de la répartition au cours de la journée. Veux-tu en parler un petit peu? Oui, puis peut-être avant d'entrer dans la répartition, on peut peut-être nommer que c'est vrai que les protéines végétales, au niveau de l'absorption, la digestibilité, elles sont un petit peu moins bonnes que les protéines animales. Donc, des fois, on va entendre ça aussi comme critique de l'alimentation végétale, mais dans la réalité, c'est que oui, on comblant nos besoins au niveau plus d'énergie, bien, généralement, on surpasse nos besoins en protéines. Donc, il n'y a pas nécessairement d'enjeu pour monsieur, madame, tout le monde. Après ça, si on a des besoins en protéines qui sont très élevés, si on pratique certains types de sports, bien là, des fois, il faut
considérer un petit peu plus justement l'aspect de la répartition, le timing aussi autour des entraînements pour mieux récupérer, surtout si on a plusieurs entraînements à l'intérieur de 24 heures. Donc, oui, la répartition va nous aider, mais autant au niveau de l'absorption, mais surtout au niveau du rassasiement, que ce soit plus, que notre niveau d'énergie soit plus stable au courant de la journée. Donc, c'est pas seulement au niveau de l'absorption des protéines que c'est intéressant, mais ça a d'autres bienfaits qui justifient le pourquoi on veut répartir nos apports en protéines au travers de la journée. Tout à fait, très pertinent. Fait que, ben, c'est ça, au cours de la journée, souvent, on a tendance à manger très peu de protéines au déjeuner, un peu au dîner, puis là, vraiment, tout le reste au souper. Donc, qu'on mange de la viande ou non, ça, je pense que c'est souvent un enjeu qu'on va retrouver. Puis, j'avais vu une étude intéressante qui avait comparé justement l'effet rassasiant d'un repas à base de tofu versus du steak, parce que des fois, c'est quelque chose qui ressort de « Ah, j'ai l'impression que je me fais un gros bol avec du tofu, mais j'ai l'impression d'avoir faim plus rapidement. » Puis eux, ce qu'ils avaient remarqué, autant dans des indices subjectifs du ressenti, mais aussi par des marqueurs des hormones qui sont associées au rassasiement, qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc, les protéines végétales peuvent être intéressantes de ce côté-là. Puis, un enjeu parfois qui peut faire en sorte que certaines personnes vont avoir faim plus rapidement, c'est que souvent les protéines végétales sont plus faibles en gras. Puis le gras, ça a un effet rassasiant, ça va ralentir la vidange gastrique et tout ça. Donc, si on complète notre repas avec avocat, un peu plus de corps gras dans la cuisson, ben ça permet de venir balancer ça puis d'avoir un effet plus rassasiant. Intéressant. Là, on parle des protéines, mais les gens demandent souvent, mais est-ce que c'est possible d'avoir une alimentation végétale sans supplément? Est-ce qu'il y a d'autres nutriments auxquels il faut faire attention? Bien, définitivement, la vitamine B12, c'est celle qui est la plus importante à aborder parce qu'on n'en retrouve pratiquement pas dans les aliments d'origine végétale. On en retrouve dans la levure nutritionnelle, mais il faut qu'elle soit enrichie. C'est pas toutes les levures nutritionnelles qui en contiennent. Ouais. Et sinon, ben, c'est principalement dans les aliments d'origine animale. Donc, si j'adopte une alimentation, le végétarisme, donc je mange encore des œufs, des produits laitiers, je vais en retrouver un peu dans mon alimentation, mais pas énormément, versus si j'adopte une alimentation qui est vraiment végétalienne, bien là, j'en ai pratiquement pas. Puis même si je mets de la levure nutritionnelle enrichie, il faut faire attention. Des fois, on l'utilise dans des recettes, là, le fameux tofu magique dans lequel on met cette fameuse levure. Bien, si on le cuit au four, bien, la vitamine B12, elle est sensible à la chaleur. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, cette vitamine-là, spécifiquement, quand on a une alimentation qui est végétale, la recommandation, c'est de se supplémenter. Quand on est végétarien ou végétarienne, mais là, ça dépend à quel point on consomme. Si on mange des œufs une fois ou 2 semaines versus si on en mange plus régulièrement. Donc là, ça va être plus du cas par cas. Puis on tape beaucoup le clou pour la vitamine B12 parce que, bon, il y a des conséquences en carence à tout plein de nutriments, mais la vitamine B12, si on atteint un stade de carence très sévère, ça peut causer des dommages neurologiques qui sont irréversibles. Donc, c'est pour ça qu'on est assez un peu... Je te dirais que c'est pas mal loin. Le supplément qui va être recommandé de façon assez systématique pour des gens qui sont 100% végétaliens. Puis aussi parce que c'est une vitamine qui est vraiment capricieuse au niveau de l'absorption. Donc, elle va saturer. C'est important d'espacer sa consommation d'au moins 2 sources par jour à peu près, d'environ 4 à 6 heures. Donc, ça peut se faire qu'avec des aliments, mais ça peut amener une gestion supplémentaire qui fait en sorte qu'un supplément, on élimine le risque. Puis, oui. Est-ce qu'une carence en B12, c'est quelque chose qu'on observe souvent? Est-ce qu'on voit ça? Je n'ai pas de données, mettons, sur la prévalence, mais ce que je peux peut-être ajouter, par exemple, c'est que la vitamine B12, c'est une vitamine qu'on dit qui est hydrosoluble, mais c'est une vitamine qui a un cycle de recyclage dans le corps qui est très efficace. Donc, même si on est végétalienne ou végétalien depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant que la carence s'installe. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que je suis végétalienne depuis 6 mois, j'ai été faire mon bilan sanguin avec mon médecin, puis mon taux de B12 était très beau, que je n'ai pas besoin de le revérifier de façon... périodique pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'installer une carence. Mais pour répondre à ta question, moi, ça, j'avais vu des données justement qui indiquaient que les végétaliens ont parfois des niveaux de B12 qui sont plus bas, surtout chez les gens qui sont non supplémentés. Donc, ça, selon notre âge, le stade de la vie, si on a des conditions particulières, ça, c'en est quand même une qui est importante. Puis, je pense que c'est important aussi de venir nuancer que des fois, il y a une espèce de fierté de « Ah, ben moi, je suis végétalien, je ne prends aucun supplément. » C'est vraiment correct d'aller chercher des suppléments pour se simplifier la vie au quotidien, du moins quand ils sont bien utilisés, à un dosage adéquat. Donc, faut pas avoir peur de se tourner vers ces options-là après avoir consulté un professionnel de la santé, bien sûr, là, mais donc, souvent, des fois, c'est une critique que j'entends parfois que non, c'est correct. Ben, tu sais,
les suppléments, hein, c'est un sujet quand même particulier. Je veux dire, il y a quelques suppléments qui sont réellement comme efficaces puis nécessaires dans certaines situations. Puis ça dépend des individus. Il y a tellement de variations. Donc, il faut consulter un professionnel avant de prendre des suppléments. Là. Parce que la grande majorité des suppléments qu'on nous vend, là, c'est une des industries les plus prolifiques là, dans le monde. Là. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, ils ont peu de régulation aussi. Oui. Puis même pour, en tout cas, la B12 qu'on mentionne qui est importante quand tu arrives à la pharmacie, tu as des formes différentes, tu as des dosages différents. Généralement, c'est la forme de la cyanocobalamine qui est pertinent. Wow, donc, gros mot. Consultez un professionnel de la santé, s'il vous plaît. Exactement. Autre que la B12, est-ce qu'il y a d'autres nutriments auxquels il faut faire peut-être un peu plus alimentation avec une alimentation végétalienne? Oui, bien, on a la vitamine D, mais ça, c'est vrai pour la population en général également parce qu'on est dans un pays nordique, puis c'est une vitamine qu'on synthétise principalement en exposant notre peau au soleil. Ouais. Donc, vitamine D, j'aurais tendance à vous dire que elle aussi, c'est un supplément qui est intéressant à considérer, surtout l'hiver. Ouais. Et aussi quand on a des gens qui sont plus à risque, par exemple, d'ostéoporose ou qui ont des volumes d'entraînement qui sont élevés dans des sports où il y a beaucoup d'impact, donc où le squelette est plus sollicité. Donc, vitamine D, il y aurait aussi le calcium qui est un peu dans le même ordre d'idée par rapport à la santé osseuse. Le fer, t'allais-tu intervenir? Non, oui, mais j'ai juste le calcium parce qu'on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Là, on disait alimentation végétalienne, le calcium, on peut le retrouver dans certains aliments comme le brocoli, tu disais, Myriam? Oui, bien, les légumes verts vont être une source. Donc, parfois, on peut penser, OK, bien là, je consomme beaucoup de légumes verts, beaucoup de végétaux. Super, les légumes verts, 100%. Mais le calcium qui s'y retrouve est moins biodisponible. Ça veut dire qu'il va s'absorber moins bien parce qu'il y a une molécule dedans, les oxalates, qui vont venir inhiber l'absorption du calcium. Puis ça, ce sont des aliments que pour venir en faciliter un peu plus l'absorption, de les cuire à la vapeur, les faire bouillir, puis se débarrasser de l'eau de cuisson, ça permet d'enlever une partie de ces molécules-là et en faciliter l'absorption. Puis calcium, vitamine D, la majorité des boissons végétales non sucrées sont enrichies. Donc, la fameuse règle du 5-15 peut aussi bien s'appliquer dans ce cas-ci que si on a une tasse de boisson végétale qu'on utilise pour se faire un smoothie, accompagner son déjeuner, peu importe, ça peut venir apporter un apport qui est quand même vraiment intéressant. C'est un peu comme l'iode, là, certains aliments qui sont supplémentés exactement. par la loi. Puis, tout à fait. Donc, la vitamine D en fait partie. Oui, puis la vitamine D, ça, c'est vrai pour les gens végétaliens, mais pour tout le monde parce qu'elle se retrouve dans très, très peu d'aliments d'origine végétale. C'est pour ça qu'il y a un règlement d'enrichissement obligatoire pour certains aliments. Fait que, mais ça, c'est quand même un truc important que tu as mentionné, Kev, que dans la littérature, on remarque que les populations et végétariennes et végétaliennes auraient généralement une densité osseuse qui est plus faible. Donc, c'est important de venir s'assurer d'avoir des apports qui sont adéquats. Puis, un autre truc, des fois, que je remarque, on voit de plus en plus de fromages, donc des fromages végétaliens ou des yogourts. Je suis pas capable encore. ou des yogourts végétaux. Puis, on sait que les produits laitiers sont riches en calcium et vitamine D, mais souvent, les aliments qui vont être utilisés pour faire ces produits-là, ils sont pas riches du tout en calcium ni vitamine D, sont pas forcément enrichis. Donc, ça, c'est comme pas un échange. Tu swaps ton poulet pour du tofu, tu vas avoir un profil de protéines intéressant, mais tu changes ton fromage mozzarella par un fromage, tu n'auras pas les protéines, tu n'auras pas le calcium ni la vitamine D. Ça reste super le fun à utiliser en cuisine, mais ça demeure important à garder en compte pour nos apports. Bon. On t'avait coupé, tu étais parti dans ta liste d'autres aliments à surveiller. Mais je trouvais ça important de compléter c'est une avec. Parenthèse. Donc là, tu étais rendu au fer. Je suis rendu au fer, mais je reviens moi aussi sur le calcium. Dans le nutriment, ça va être plus efficace. Le calcium, un aliment aussi qu'on pense pas toujours du règne végétal qui peut être riche en calcium, c'est le tofu, mais lorsque dans les ingrédients, on voit, là, je me rappelle plus c'est quoi le début du terme, mais de calcium. Le sel de calcium, c'est des sels de calcium. C'est des sels de calcium, fait que phosphate de calcium ou quelque chose de calcium. Bref, s'il y a le mot calcium dans les ingrédients, puis aussi quand on regarde la valeur nutritive. C'est vrai. Donc, à choisir un tofu, si on surveille un peu nos apports en calcium, ça peut être intéressant de choisir celui-là. C'est un quick win en bon français. Donc, on peut considérer ça. Puis, pour la population qui est plus âgée aussi, des fois, la santé osseuse, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention, donc à considérer également. Si je reviens au fer, donc petit lien aussi entre le calcium et le calcium nuit à l'absorption du fer. Donc, les deux sont importants à regarder, mais il va falloir faire attention des fois à ne pas nécessairement les combiner au même moment pour optimiser l'absorption du fer. Donc, le fer, c'est un nutriment qui est à
à surveiller surtout chez les femmes qui sont pas ménopausées et qui ont commencé à avoir leurs règles. Donc, les enfants et les femmes ménopausées, c'est un petit peu moins pire parce que les besoins sont moins grands, parce qu'on perd une certaine quantité de fer, vous vous en doutez, dans les menstruations. Et quand on est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, donc quand on a un volume d'entraînement qui est élevé, parce que le fer, ça rentre dans la composition de l'hémoglobine, les globules rouges, et ça circule beaucoup quand on s'entraîne. C'est pour ça que, des fois, on a un petit teint rougeâtre parce que le sang circule pour venir apporter l'oxygène et les nutriments à notre corps. Mais on va aussi beaucoup briser ces molécules-là. Donc, on a un taux de renouvellement de ces cellules-là qui est plus grand versus quand on est sédentaire. Donc, le fer va être important pour cette population-là, mais pas juste, encore une fois, quand on adopte une alimentation à base de plantes, c'est vrai pour les femmes, mais aussi pour les sportifs. Puis là, si on est une femme sportive en plus, là, nos besoins en fer sont encore plus grands. Et ajoutons à ça la grossesse qui augmente encore les besoins en fer. Donc, quand on cumule ces profils-là, c'est d'autant plus important de faire attention à notre fer pour répondre à nos besoins. Mais c'est pas exclusif seulement à l'alimentation basée sur les végétaux. Là, mais un des enjeux avec l'alimentation végétale, c'est que le fer existe sous deux formes. Puis la forme qu'on retrouve dans les aliments d'origine végétale est moins bien absorbée que celle retrouvée dans la viande. Donc, à quantité égale, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut quasiment consommer 2 fois plus d'aliments qui sont riches en fer d'origine végétale pour en avoir suffisamment. Puis il existe des petits trucs pour en faciliter l'absorption. Karine t'a bien mentionné justement que le calcium peut inhiber l'absorption. Donc, peut-être que le grand verre de boisson de soya avec son sauté de tofu est peut-être pas idéal. On va peut-être garder ce verre-là en collation, mais de combiner un aliment riche en fer avec une source de vitamine C, c'est un truc. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait parfois sans s'en rendre compte. Là. Des fois, j'ai l'impression qu'on nomme des trucs, ça peut faire peur, sembler complexe. Mais disons que je fais un sauté de tofu, j'ajoute des poivrons. Mais des poivrons, c'est riche en vitamine C. Ça va faciliter l'absorption. Je savais pas ça. Ben oui. Si je fais une salade de légumineuses, je mets des fruits dedans. C'est un autre petit truc. Donc, ça aide. Et aussi, d'espacer sa consommation de caféine. Caféine qui vient inhiber l'absorption de plusieurs nutriments, dont le café. Mais je tiens à dire que moi, je bois toujours mon café le matin. Mon taux de fer va bien, mais c'est de faire attention de si on sirote du café à longueur de journée, à chacun de ses repas collation, c'est ça, faut faire attention. Puis le fer, c'est quelque chose qui peut être dosé par une prise de sang. Puis voilà. Oui, puis quand on fait un dosage de fer, il y a comme différents éléments qu'on peut regarder. On n'est pas obligé de regarder seulement l'hémoglobine pour voir qu'il y a une carence qui est installée. On peut aussi aller voir la ferritine qui va un petit peu plus refléter nos réserves. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Puis pour le faire, un autre truc qui est vraiment facile à intégrer, tout est relatif, là, mais qui généralement fonctionne bien avec ma clientèle, c'est les céréales pour bébés qui sont enrichis. Oui. D'en rajouter dans son gruau, d'en rajouter dans les recettes de muffins qu'on fait, d'en rajouter dans différents... Sérieux, j'adore ça, ces petites affaires. Ouais. Une portion amène 80% de l'apport en fer quotidien. Intéressant. Ça vaut la peine. Ouais. Puis ça, juste pour le goût. Hein, oui, dans des recettes de muffins, gruau, dans des smoothies, mais un truc aussi, on parlait de la supplémentation de vitamine B12, important de consulter un professionnel de la santé, encore plus pour le fer, parce qu'un des effets, consommer trop de fer, ça peut être associé à des effets négatifs, notamment un des effets secondaires fréquemment observés, c'est la constipation. Donc ça, quand même vraiment important de consulter un professionnel, voire une nutritionniste, ou même de demander à son pharmacien. C'est déjà un bon point de départ. En gros, depuis le début, là, tout ce que j'entends, c'est constamment ça, c'est diversifier ses sources d'aliments. Ça revient à ça un peu, puis de manière générale, l'apport en nutriments devrait s'équilibrer, quasiment de manière intuitive. Là, Oui, tout à fait. Puis, un autre nutriment qui est soulevé parfois, ce sont les oméga 3. Oméga 3 qui est un type de gras qu'on va retrouver plus dans le saumon, les poissons gras. Puis, la forme d'oméga 3 qu'on retrouve dans le poisson n'est pas la même que celle qu'on va retrouver dans des aliments d'origine végétale qui sont super intéressants à avoir dans notre alimentation, comme les graines de lin, noix de Grenoble, l'huile de canola. Donc, pour certaines populations où est-ce que les besoins sont plus importants, je pense notamment chez les enfants, là, un supplément de EPA, DHA à base d'algues qui existe parce que la majorité sont à base d'huile de poisson. C'est quoi EPA? EPA et DHA, ce sont les petits diminutifs pour parler des types d'oméga 3 qui existent. Là. Fait que, mais je pense qu'on a quand même nommé les principaux vitamines B12. À résumer ça, là. Moi, j'en ai un autre. Vas-y. Oui. Avant le résumé. Oui, absolument. Ça, l'iode, dans le fond,
si on cuisine maison et qu'on utilise du sel de table, au Canada, notre sel est lait iodé. Donc, si on cuisine, qu'on utilise du sel, généralement, il n'y a pas de problématique, mais sinon, il n'y en a pas tant que ça de l'iode dans les aliments autres que ceux issus, par exemple, de la mer, parce que, c'est ça, il y a de l'iode dans la mer, donc les poissons en contiennent. Donc, il y a ça peut-être à surveiller si on mange pas du tout d'algues, parce que dans l'algue, on peut en retrouver, et qu'on cuisine pas beaucoup maison. Même si on mange des produits transformés qui sont salés, le sel de l'industrie alimentaire n'est pas nécessairement enrichi en iode. Donc, il y a l'iode peut-être à se questionner là, qui vaut la peine de vérifier. Puis il y a une mode aussi parfois où certains sels, le sel de mer ou le sel rose d'Himalaya, que parfois les gens vont vouloir se tourner vers ça. Ça, l'enrichissement n'est pas obligatoire pour l'iode. C'est vraiment juste le sel de table. C'est vraiment le sel de table. Bon vieux NaCl. Oui, il y en existe certains qui sont enrichis, mais c'est pas systématique. Puis c'est bon de rappeler que le sel de table fait parfaitement le travail et en plus, il est enrichi en iode. Donc, très bon point. Mais oui. Mais toujours dans une balance quand même. Hein. Oui, c'est pas de. Tu prends pas un verre de salière, mais déjà. Les maladies cardiovasculaires derrière la tête, le sel, attention. Tout à fait. Mais il faut savoir que la consommation de sel vient principalement plus des produits transformés que du sel ajouté à la table. Ouais. Donc, il faut quand même... Je suis pas surpris de ça du tout. Là. Tout à fait. Donc, pour revenir à ta question, Kev, parce que là, Karine et moi, on est partis avec passion là-dessus. Toi, en fait, je vais te relancer la question. Toi, qu'est-ce que tu retiens des nutriments qu'on a mentionnés? Puis, mettons que tu arrives à la maison, puis là... Tu dis à ta blonde, OK, là, chérie, on va se faire un plan de match. On va se faire une semaine végé. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce que Karine et Myriam ont dit? Pour être très honnête, je me sens vraiment pas inquiet avec ma diète. Demain matin, j'enlève la viande de ma diète. Je pense pas qu'on a de problème parce que Noémie et moi, on mange très diversifié. Donc, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à surveiller, très sincèrement. Là, peut-être pour Noémie, tu m'as dit le faire. Je suis comme, peut-être, en tout cas, un petit épisode de fatigue par bout, je me dis peut-être que ça peut être en lien aussi. Donc, peut-être que ça serait à surveiller davantage. Mais pour le reste, j'ai l'impression, toutes les autres que vous aviez nommées, là, iode, parce qu'on est chill. On a la salière facile. On a la salière facile. On devrait être correct. Peut-être trop des fois. On disait quoi? Calcium. Mais calcium, je trouve ça intéressant. La façon dont on apprête les aliments. Puis aussi, tu sais, de faire attention au calcium et fer, tu disais tout à l'heure. Ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, de penser à ces mécanismes d'absorption-là. Mais en même temps, tu sais, on veut pas compliquer la vie des gens non plus. Donc, je crois que le mot-clé, c'est diversifier, de juste comme espacer la consommation d'aliments. Pas tout le temps manger la même chose. Moi, c'est ce que je retiens, en fait. Pas me casser la tête. Là. En dépit de tout ce que vous avez dit, là, il peut y avoir des carences en ça, mais dans le doute, peut-être consulter quelqu'un qui s'y connaît. Les nutritionnistes, on les oublie souvent, mais c'est pas mal dans le top des spécialistes de la santé qu'on devrait consulter au moins une fois dans une vie, là, je pense. Moi, ça a changé ma vie pour les marathons. Ben oui. Je mangeais pas assez de sel dans mon cas, tu sais. C'est vrai que je rajoute du sel, moi, dans mon alimentation. C'est vrai qu'en nutrition sportive, là, je sors un petit peu de l'alimentation végétale, mais nutrition sportive, souvent, les recommandations sont un peu contraires à ce qu'on entend. Il faut augmenter les fibres, réduire le sel, attention au sucre. Mais quand on bouge beaucoup, on a besoin de sel, on a besoin de sucre pour l'énergie. Puis les fibres, juste avant d'aller courir, qu'on aille courir 5 km ou un marathon, les symptômes digestifs, c'est jamais agréable. Fait que je comprends l'importance de, effectivement, consulter en nutrition. Puis tu dis une fois dans une vie, mais j'ajouterais selon, c'est ça, selon, parce que, tu sais, quand le stade, le besoin, on évolue. Si à un moment donné, je suis enceinte, j'ai des enfants, là, je veux peut-être consulter pour mes enfants. Il y a différents... Nos besoins sont fluctuants, évoluent dans le temps, donc ça peut valoir la peine de faire un petit check-up encore en bon français. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je crois de ne pas attendre qu'on ait un problème de santé pour consulter, tu sais, puis de se faire référer à la nutrition au final, tu sais, d'y aller. Tu l'as dit tout à l'heure, là, mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Moi, je suis 100% avec ça aussi. Donc, d'y aller de son plein gré, direct. Peut-être aller faire un bilan avec un ou une nutritionniste à un moment donné, ça pourrait être intéressant, ça. Tout à fait. Puis là, Karine, tu parlais, par exemple, des sportifs. Une question qu'on entend parfois, mais est-ce qu'il y a des moments de la vie ou des groupes de personnes pour qui l'alimentation végétalienne ne serait pas recommandée? À ce jour, dans la littérature, les données probantes ne nous disent pas qu'il y a un groupe ou qu'il n'y a pas de contre-indication. En fait, ça peut être, si c'est fait de façon diversifiée et que c'est fait principalement d'aliments qu'on va
majoritairement du temps cuisiné, il n'y a pas de contre-indication, mais c'est vrai qu'il y a des populations où on va être un petit peu plus, on va surveiller un petit peu plus les nutriments qui sont à surveiller, comme on le disait un petit peu plus tôt par rapport au fer, par rapport au calcium, vitamine D pour les populations un petit peu plus âgées. Donc, il y a des populations où on va faire un petit peu plus attention, où ça va être, on va avoir tendance à supplémenter peut-être un peu plus rapidement, mais il n'y a pas d'enjeu au niveau de si on veut adopter cette alimentation-là. On peut tout à fait le faire. Oui, parce que l'Academy of Nutrition and Dietetics a statué là-dessus en 2016 qu'une alimentation végétalienne bien planifiée, ça, faut le nommer, peut convenir à tous les stades de la vie. Donc, oui, pour les enfants, les athlètes, les femmes enceintes. Veux-tu qu'on parle un peu, brièvement de peut-être quelques petites recommandations pour ces groupes-là? Parce que là, on le dit, mais ça peut quand même s'accompagner de certaines craintes. Pour les enfants, ça pourrait être quoi certains enjeux associés à une alimentation qui est strictement végétalienne? Mais les enfants sont en croissance, donc on veut pas nuire à leur croissance, à leur développement. Donc, effectivement, de s'assurer qu'ils comblent leurs besoins en termes d'énergie, parce que, tu sais, ils ont des petits estomacs, donc des fois, c'est plus difficile pour eux de combler leurs besoins nutritionnels avec des gros repas. Donc, de s'assurer qu'ils mangent peut-être un peu plus fréquemment, des aliments qui sont peut-être un peu plus denses en énergie, parce que l'alimentation végétale, on le dit, c'est intéressant, c'est riche en fibres. Les fibres, c'est rassasiant, donc des fois, ça peut faire en sorte qu'on a moins faim, donc qu'on mange moins. Donc, de s'assurer qu'on réponde aux besoins en termes d'énergie, ça va être quelque chose qui va être intéressant, puis concrètement, avec des aliments qui sont plus denses. Donc, on peut penser, entre autres, aux noix, aux graines, au beurre de noix, beurre de graines, donc beurre de graines de tournesol, par exemple. De s'assurer qu'il y ait de l'huile dans ce qu'on cuisine également, parce que des fois, tu sais, qui dit alimentation végétale, des fois dit on essaye de manger parfaitement, puis là, je mets des guillemets pour le volet audio du balado. Donc, la perfection, pardon, ça n'existe pas. Et le fait de tout le temps vouloir réduire les gras, des fois, ça amène les gens à, tu sais, j'ai déjà entendu des personnes qui adoptaient une alimentation végétale qui s'étaient fait recommander de cuisiner dans de l'eau seulement leurs légumes. Ça, c'est triste. Effectivement, c'est triste et c'est à la limite dangereux parce qu'on en a besoin. Des acides gras, on en a besoin de ces aliments-là, encore plus quand on est un enfant en croissance. Donc, pour le volet, justement, croissance, je dirais de s'assurer qu'on comble les besoins en termes de densité énergétique. Là. Tout à fait. Puis, un autre point, puis ça m'avait marqué en stage une fois avec les boissons végétales. Elles ne sont pas toutes équivalentes d'un point de vue nutritif au lait de vache. La seule qui est considérée comme équivalente, c'est la boisson de soya. Puis, je me souviens avoir vu un cas, c'était un enfant je pense qu'il avait un petit peu plus qu'un an, puis la maman, toute bien intentionnée, avait tout remplacé, la formule qu'il recevait par la boisson d'amande, qui est à peu près essentiellement que de l'eau. Donc, pour les enfants, n'importe quelle boisson végétale autre que celle au soya va être déconseillée avant l'âge de 2 ans. Donc, ça, quand on est vegan et qu'on veut l'appliquer à nos enfants, je pense que c'est très, très, très plus que pertinent d'aller consulter vraiment pour s'assurer que notre enfant a tout ce dont il a besoin. C'est vrai que ça goûte l'eau, le lait d'amande. Oui, non, mais il n'y a pas de protéines, il n'y a à peu près pas de gras. Donc, tu sais, ça peut être le fun pour le goût, mais si on veut vraiment aller chercher tous les nutriments que le lait de vache nous apporterait, c'est vraiment la boisson de soya qui est l'équivalent. La boisson d'amande est comme un peu entre les deux. Oui, effectivement, c'est ça. Il y a de plus en plus de variétés de boissons végétales. Donc, il y en a de plus en plus qui sont intéressantes. Là, les boissons plus de noix de cajou, de macadam, d'avoine. Sont enrichies en protéines. Ils en ont un petit peu plus. Mais effectivement, boissons de soya restent dans celles qui sont les plus recommandées. Puis, il faut apporter la nuance aussi que si moi, j'aime ça en termes, on l'a nommé un peu plus tôt, l'importance de l'appréciation, parce que la boisson de soya, c'est pas tout le monde qui aime le goût. Hein, nommons-le. Donc, si mon alimentation, elle est variée puis que je vais chercher des sources de protéines ailleurs, je peux très bien choisir ma petite boisson d'avoine ou ma petite boisson d'amande pour mettre dans mon latte ou peu importe. Mais quand on parle de jeunes enfants en bas de 2 ans, c'est que la principale, l'aliment qui compose le plus leur alimentation, c'est le lait ou la boisson végétale. Donc, c'est là que c'est important d'avoir une boisson qui est plus riche en protéines, alors que monsieur, madame, tout le monde, qu'on consomme des aliments protéinés ailleurs, je peux y aller avec la boisson d'amande. Ça se comprend très bien. Oui. On peut te faire une petite parenthèse sur le soya? Oui. Là, puis les fausses craintes sur le soya, là, je veux dire... on en parlait beaucoup avec des collègues récemment, puis des gens qui ont de l'éducation, là, puis qui traînent là-dedans dans le milieu de la santé, puis qui croient dur comme fer que, tu sais, ça joue sur tes hormones, sur tes estrogènes, sur un paquet de choses. On peut-tu adresser ça, cette question-là, une bonne fois pour toutes? Parce que dans le passé, il y avait eu des études qui étaient faites sur des rongeurs avec des doses vraiment très, très, très élevées de soya qui avaient démontré une incidence plus élevée, incidence
prévalence, prévalence, là, je sais pas moi. L'épidémiologiste Là, c'est autour de moi la qui fais table. imposteur. On est dans l'incidence, là. Je sais exactement à quoi tu fais référence comme étude. J'utilise ça dans mon cours pour enseigner justement que c'est la dose qui fait le poison. Puis, Exactement. Donc, c'est vraiment la dose qui faisait le poison, pour reprendre exactement tes propos. Mais c'est comme rester dans l'imaginaire collectif que le soya, c'est très, très, très dommageable. Mais quand on regarde des études plus faites chez l'humain, puis qui sont peut-être plus des études généralement observationnelles, mais quand on regarde les populations qui consomment le plus de produits à base de soya, ils ont moins de cancer que dans les populations où le soya il est moins présent dans l'alimentation. Donc, faut pas diaboliser le soya. Oui, ça contient des phytoestrogènes, puis là, ça peut paraître inquiétant, mais la réalité, c'est que les estrogènes puis les phytoestrogènes, ce sont des molécules qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. Ouais. Exact. Puis pour l'expliquer, moi, j'ai une analogie avec des clés puis la serrure. On peut penser, on a tous deux clés sur notre porte-clés qui se ressemblent. Mais au final, il y en a juste une qui va vraiment venir débarrer notre porte. Donc, même si elles se ressemblent, les deux n'ont pas les mêmes effets. Puis, un des effets protecteurs qui était associé justement au cancer, ce serait le fait que les phytoestrogènes peuvent venir se lier aux récepteurs d'estrogènes, mais sans déclencher la cascade de réactions qui suit. Donc, ça vient bloquer la liaison de l'estrogène. Donc, diminue l'initiation, la promotion des cancers. Ça, on va le nommer là, parce que des fois, ça, je me souviens, mon père le disait quand j'étais petite, de genre, si je bois du lait de soya, je vais avoir des seins. Si la consommation de boissons de soya augmentait la masse mammaire, je pense qu'il y a bien des chirurgiens esthétiques qui ferait faillite. Non, ça a été bien étudié. La consommation de soya n'a pas d'effet négatif au niveau de la fertilité des hommes. Ça n'a pas d'effet féminisant. Donc, on peut bien se tourner vers ces aliments-là sans souci. Donc, c'est ça. Il faut faire attention aux campagnes de peur qui existent. Hein. L'industrie alimentaire, c'est une grosse industrie. Donc, ils sont bons. Elle est très bonne, cette industrie-là, pour faire de la publicité sur certaines choses. Donc, nous amener à craindre un aliment pour favoriser un autre. Donc, faire attention à ces choses-là. Puis, les études, comme tu disais, majoritairement chez l'animal à l'époque, c'est ça qui nous a fait paniquer. Puis c'est correct d'avoir ces données-là chez l'animal, mais il faut transposer ces données-là chez l'humain. Puis chez l'humain, on ne trouve pas ces mêmes preuves-là là, du tout. Absolument. Donc ça, c'est une chose. Puis on voit exactement le même phénomène se produire avec les pesticides. Les gens ont peur Là, ils se tournent vers le biologique, le organique. Là, le biologique organique, là, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides. Oui. OK? Puis, à la lumière de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les pesticides, il n'y a pas de pesticides connus qui sont utilisés en agriculture, OK? Qui causent mais je sais pas, je vais revenir. La dose fait le poison. Je le répète, OK? Donc, les pesticides qu'on utilise en agriculture peuvent causer le cancer, mais c'est la dose qui fait le poison. Et dans les aliments qu'on retrouve au day-to-day, dans ce qu'on met dans notre assiette, les doses sont tellement minimes qu'elles ne peuvent pas causer. En tout cas, il n'y a pas de preuves convaincantes en ce moment qui montrent que ça peut amener au développement d'un cancer. Okay? Ta parenthèse est vraiment importante parce que ça, c'est une critique que j'ai déjà entendue. T'es végétarienne, tu manges plus de végétaux. Il y a des gens aussi qui se privent d'acheter des fruits puis des légumes parce qu'ils sont pas capables de se payer le bio puis organique qui est dit meilleur, mais qui ne l'est pas nécessairement. Okay? Donc, c'est faire attention quand on dit que quelque chose a un danger. Ça, c'est qu'on établit sur la base des preuves scientifiques que ça pourrait causer, par exemple, le cancer. Tes cornichons en canne là, peuvent, en théorie, causer le cancer. Mais c'est la dose qui fait le poison. Puis c'est ça qu'il faut faire attention avec. Donc, tu peux manger des cornichons en canne sans problème toute ta vie. T'sais. Puis vas-y, pardon. Non, mais c'est juste ça. Il y a même un indicateur aux États-Unis qui a été développé là, en fonction de, je me souviens plus quel type de pomme aux États-Unis, qui est la pomme dans laquelle on retrouve le plus de pesticides aux États-Unis. Puis, il faudrait en manger 270 par jour pendant comme longtemps. Ça fait beaucoup de pommes. Là. Pour augmenter son risque de cancer. Donc, le jour où vous allez vous rendre à 270 pommes par jour. Vous allez avoir d'autres problèmes. C'est ma tranche épidémiologique de la semaine. Là. C'est juste de dire c'est la dose qui fait le poison. Il y a une différence entre dire il y a des preuves que ça pourrait causer telle chose, mais après, il faut évaluer comment ces expositions-là peuvent justement le causer réellement chez l'être humain. Puis ça dépend de la dose, de la façon qu'on les consomme, le temps d'exposition, la durée, etc. Puis concernant les pesticides et les estrogènes. Là. Puis il faut se rappeler aussi que les aliments, je veux dire, tu sais, quand tu manges une pomme, il n'y a
pas juste le résidu de pesticides, il y a toutes les vitamines, minéraux, fibres et tout. Fait que c'est tout le temps de voir la balance risque-bénéfice. Puis ça, c'est clairement démontré que les bénéfices associés à la consommation de végétaux vont largement dépasser le faible risque posé par les pesticides. Et là, encore une fois, tu l'as bien nommé, dose qui fait le poison. Ah, dose, c'est le poison. On ne paniquez pas avec les pesticides puis les phytoestrogènes. Là, on va se calmer. Faut être rassuré. Donc, manger des fruits et des légumes, puis l'étiquette là, bio, organique n'est pas nécessaire. Là, non, puis c'est important, à la limite, de laver nos fruits et nos légumes si on veut comme essayer d'enlever un petit peu les traces. Mais faut quand même garder en tête, je reviens à l'aspect santé, si le fait de savoir que les aliments que je mange contiennent peut-être des pesticides, puis ça pourrait être, on peut tomber rapidement dans ce qu'on appelle l'orthorexie, puis d'être vraiment très anxieux ou anxieuse par rapport à ce qu'on mange, puis ça, c'est pas meilleur pour la santé. Non, donc, lavons nos fruits et nos légumes, mangeons des fruits et des légumes, puis essayons d'adopter une alimentation qui est alignée avec nos valeurs, puis qui fait en sorte qu'on pense pas à ça 90% de notre temps. Tout à fait. Karine, je veux te ramener à ton expertise, notamment avec ton entreprise pour les athlètes, parce que c'est des considérations qui peuvent être un peu plus particulières avec l'alimentation végétalienne, puis aussi pour venir répondre à une question qu'on a reçue. Est-ce que je peux quand même gagner de la masse musculaire avec une alimentation végétalienne? Oui, en effet, on peut tout à fait adopter l'alimentation végétale et avoir des objectifs de gain de masse musculaire, avoir des performances. On peut penser à notre ami Xavier Desharnais qui a quand même très bien performé et qui a une alimentation végétalienne. Donc, on gagné 2 fois la traversée du lac Saint-Jean. Exactement. 32 km de nage. On s'entend. C'est pas rien. Exactement. Donc, oui, c'est tout à fait possible de performer et de gagner de la masse musculaire. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on évolue dans le domaine du sport, il y a comme cette aura de perfection autour des protéines, puis les sportifs ont tendance à vouloir en manger énormément. Rappelons qu'on n'a pas besoin d'en manger tant que ça pour gagner de la masse musculaire. Il faut qu'on en mange peut-être plus que monsieur, madame, tout le monde, mais on n'en a pas besoin. Des fois, je vois des chiffres qui sont vraiment excessifs, donc on n'a pas besoin d'en manger tant que ça. Et il ne faut pas oublier les glucides. Des fois, on met beaucoup les protéines sur un piédestal. C'est le gaz du corps. Là. Exactement. Ça nous en prend des glucides. Pour avoir l'énergie pour être capable de pousser notre corps un peu au-delà de sa zone de confort pour créer des adaptations métaboliques, structurelles qui vont faire en sorte qu'on va gagner notre masse musculaire. Mais il y a aussi l'aspect au niveau de l'absorption de nos acides aminés. La fameuse recommandation de prendre du lait au chocolat après un entraînement. Il n'y a pas que le lait au chocolat, il y a la boisson de lait au chocolat, mais il y a aussi plein d'autres combinaisons qui vont nous amener un certain ratio de protéines et de glucides. Donc, c'est ce ratio-là aussi qui est important, pas que les protéines. Donc, oui, les protéines végétales sont peut-être pas toujours complètes, sont peut-être un petit peu moins facilement assimilables, mais en termes de si j'en consomme suffisamment et qu'elles sont que d'origine végétale, vu que j'ai une certaine diversité, il n'y a pas de problème. Donc, dans la même ligne d'idée, les gens qui s'entraînent beaucoup, là, on voit souvent ça dans les gyms, là, les gens qui font la musculation, surtout la prise de masse, là, qui prennent des suppléments avant et après. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé? Est-ce qu'on doit faire attention à ces choses-là? Est-ce que tu parles de suppléments de protéines? Oui, de protéines. Ouais. Moi, je vois souvent ça, là, les chèques de protéines vendus à 16,50 là, après ta période de gym. Là. C'est-tu vraiment nécessaire? Là? Mais en fait, on parlait un petit peu plus tôt que dans les suppléments, il n'y en a pas tant que ça qui sont démontrés comme étant efficaces par la science. Les suppléments de protéines font quand même partie de ceux qui peuvent être démontrés comme étant efficaces. Donc oui, ça peut être efficace pour augmenter ma masse musculaire, mais c'est efficace seulement si, c'est utilisé de la bonne façon. Donc, si je m'entraîne adéquatement, que j'ai un sommeil réparateur, que il y a comme plein d'autres choses à considérer. Là, on n'entrera pas trop dans le détail, mais bref, il n'y a pas que ça. Mais si j'en consomme déjà suffisamment dans mon alimentation, d'en consommer davantage via un supplément n'aura pas d'effet bénéfique. Donc, oui, ça peut être pratique si j'ai un horaire très chargé, que j'ai un volume d'entraînement qui est très grand, puis que c'est pratico-pratique d'avoir ma petite poudre dans mon sac de gym puis de rajouter de l'eau, mais d'avoir une collation qui contient des glucides. Parce que des fois, je vois ça, là, des poudres de protéines, que c'est que des protéines, que c'est full. Le goût est très sucré, mais avec des édulcorants. Du stevia, par exemple. Donc, qu'il n'y aura pas de glucides, c'est pas nécessairement bénéfique pour mon gain de masse musculaire. Donc, ça peut être utile, mais ce n'est pas nécessaire. Puis physiologiquement, les glucides sont importants après l'effort, entre autres parce que la consommation de glucides va amener la sécrétion d'un signal qui dit il faut que je bâtisse des tissus. Donc, oui, j'ai les protéines qui sont toutes prêtes à venir bâtir du muscle, mais elles, si elles n'ont pas le petit signal qui fait hey, on se met en mode construction,
les choses se passeront pas de façon aussi efficace. Puis, tu sais, pour les protéines, tu l'as bien nommé, il y a un intervalle peut-être un peu plus élevé en termes de grammes par kilogramme de poids corporel pour les athlètes, mais à partir d'un certain seuil, ça capte. Il n'y a pas de bénéfices additionnels. Puis, on le voit dans la littérature que les athlètes peuvent très bien performer avec une alimentation végétalienne. Là, on n'ira pas avec la preuve anecdotique, mais on peut penser, on vient de terminer les Olympiques. Il y a beaucoup d'athlètes olympiques qui sont végétaliens, qui s'en sortent très bien. Mais encore une fois, consulter une nutritionniste pour toujours bien performer. Intéressant. Oui, puis écoute, là, on a couvert enfants, athlètes, femmes enceintes, on l'entend parfois aussi, tu l'as nommé, besoins beaucoup plus élevés en fer. Donc, ça aussi, c'est important de s'assurer que les apports sont adéquats, mais c'est possible d'avoir une grossesse en santé tout en demeurant végétal. Puis j'ajouterais oméga 3 aussi. Oui, tout à fait. Pour le développement neurologique. Il y a l'acide folique, mais ça n'a pas nécessairement rapport avec l'alimentation végétale. Oui, ça, c'est bon important pour tout le monde. Oui. Ben écoute, on a quand même couvert pas mal de questions. Puis, mettons concrètement, ce serait quoi des conseils pratico-pratiques pour une personne qui souhaite végétaliser son alimentation? Tu sais, je pense qu'on a quand même donné des exemples en cours de route qu'on parlait des différents nutriments, mais quelqu'un qui nous écoute, qui se dit hey, « OK, moi, ça pourrait m'intéresser. Qu'est-ce que je peux faire pour entamer une transition en harmonie? » Bien, quand on pense au changement de comportement, il faut penser au type de motivation qui nous amène à vouloir adopter ce type de comportement-là. Donc, si ma motivation, c'est lié à mes valeurs, donc c'est une motivation qu'on va dire qui est intrinsèque, donc je le fais parce que ça répond à mon désir de contribuer à la santé de la planète, le bien-être des animaux, etc. Là, ça peut être quelque chose qui peut être plus durable versus si je le fais parce que j'ai entendu dire que c'était une bonne idée de le faire puis que j'ai peur pour ma santé si je continue à manger de la viande. Donc, si je le fais plus parce que j'ai peur, ben ça risque d'être peut-être un petit peu moins durable. Donc, de se questionner d'abord et avant tout sur le pourquoi on veut modifier notre alimentation. Puis, est-ce qu'on a besoin vraiment de faire la transition 100% alimentation végétale? La réponse, ça peut être oui ou ça peut être non. Il n'y en a pas de bonne réponse. C'est vraiment à nous de déterminer qu'est-ce qui nous convient selon nos valeurs, que ce soit aligné avec ce que nous, on désire pour notre vie. Puis après ça, c'est d'aller avec des changements généralement qui sont plus progressifs. Donc oui, il y a des gens qui, des fois, ont le fameux wake-up call, que du jour au lendemain, ils adoptent une alimentation 100% végétale puis que ça fonctionne bien pour eux puis qu'ils continuent. Mais plus souvent qu'autrement, quand on essaie de changer trop drastiquement, ça fonctionne moins bien à long terme. On a tendance à revenir vers nos vieilles habitudes. Donc d'aller de façon progressive dans des choses qu'on fait déjà au quotidien. Donc si, par exemple, dans mon déjeuner, j'ai tendance, fréquemment, je me fais un overnight oat, puis d'habitude, je le fais avec du lait de vache, bien, de transférer le lait de vache, de faire le changement pour une boisson de soya, bien, c'est un quick win, entre guillemets. J'arrête pas d'utiliser les anglicismes. C'est correct, on n'est pas à Radio-Canada, on a le droit. On a le droit. Ouais. Donc, tu sais, tous des changements qui s'insèrent facilement dans mes habitudes actuelles, ça va être généralement plus facile. Puis de s'assurer que si on veut remplacer la viande, bien, on le dit un petit peu plus tôt, peut-être la viande rouge est un petit peu moins intéressante d'un point de vue de la santé. Fait que peut-être prioriser, remplacer notre viande rouge par des aliments d'origine végétale avant de se dire qu'on mange plus de poisson puis plus de volaille. Donc, d'y aller peut-être un peu plus progressivement serait le principal conseil que je donnerais, puis de se poser la question pourquoi on veut le faire pour que ce soit aligné avec nous. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que l'aspect justement de rester dans nos habitudes ou avec des recettes qu'on aime, si on a l'habitude de cuisiner du poulet Général Tao, ben il existe d'excellentes recettes de tofu Général Tao. Donc, il y a moyen justement de garder nos recettes préférées, mais de les végétaliser. Donc, oui, puis on est quand même chanceux parce que effectivement, il y a quelques années, on n'avait pas autant de ressources, de blogs, de sites web, de livres de recettes. Tu sais, il y a une montée en popularité de l'alimentation végétale, mais il y a aussi une montée en popularité justement pour répondre à ce besoin-là de gens qui ont rédigé des livres, qui ont publié des blogs. Donc, il y a vraiment beaucoup de variétés de recettes qui existent. Donc, oui, y aller progressivement, par exemple, remplacer dans notre fameuse sauce à spaghetti, moitié viande hachée, moitié lentilles corail ou PVT, protéines végétales texturées. Donc, on peut... Ouais, j'apprends des trucs aujourd'hui. Là. Donc, tu sais, dans les aliments, les recettes qu'on est habitué de faire, mais aussi de faire preuve d'ouverture parce que, tu sais, il y a plein de recettes au travers le monde qui sont des plats typiques. À la base, il n'y avait pas de viande, donc on n'a pas besoin d'essayer de remplacer. La cuisine indienne en est un bon exemple. Des fois, c'est vrai qu'on peut être déçu. Là, si on est habitué de manger notre poulet qui goûte qui a une certaine texture, qui a un certain goût, puis qu'on essaie de le remplacer par du tofu, puis qu'on s'attend à ce que ça goûte exactement la même chose, bien, ça se peut qu'on soit déçu. Versus si on fait preuve d'ouverture, puis qu'on va avec des plats qui sont typiquement à base plus de pois chiches, de légumineuses, peu importe, bien, on va peut-être découvrir d'autres plats qui vont s'insérer dans notre menu de façon plus régulière, puis qui vont combler nos besoins tant au niveau nutritionnel que nos papilles gustatives.
J'adore. J'aime ça. Là, Kev, je te relance la balle. Toi qui se disais comme un imposteur, est-ce qu'il y a des petites questions qu'on n'aurait pas couvertes ou qui te laissent perplexe? On a quand même fait un bon tour. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je pense que c'est le gros bon sens là, pour être une personne qui travaille sur les saines habitudes de vie en général. Moi, je suis dans les recherches, donc je suis pas avec le public directement, mais je pense que le gros bon sens, c'est d'avoir une alimentation qui est équilibrée, diversifiée, mais surtout de s'écouter. Tu me mentionnais préférences, culture, etc. L'alimentation, c'est quelque chose de grand, qui c'est pas juste les nutriments puis les aliments qu'on va chercher, mais c'est aussi comment qu'on les consomme, comment qu'on les apprête, prendre le temps de cuisiner et tout. Donc, je trouve ça intéressant, cet aspect-là, de dire on peut, selon nos motivations, adopter une certaine diète qui favorise plus de légumineuses, de légumes, de fruits, sans nécessairement non plus se restreindre sur nos préférences. Donc, garder ça, je pense, en arrière de la tête. Donc, le mot, c'est diversification. Ouais. C'est ce que je retiens de tout ça. Puis t'as un peu répondu à... On a notre petite tradition avec nos invités. À la fin, on termine tout le temps avec un petit tour de table où chacun mentionne un point, soit de ton côté que tu aimerais que les gens retiennent ou un point que nous, on a retenu de la discussion. Toi, Kev, diversification, c'est s'écouter. Je pense que... Puis d'y aller avec le gros bon sens. On va pas réinventer la roue. Puis peut-être penser consulter un ou une nutritionniste, c'est quand même une profession qu'on oublie souvent dans le domaine de la santé. Là. Toi, Karine? Tu m'enlèves les mots de la bouche. J'aurais tendance à dire la même chose, c'est d'essayer de cuisiner davantage maison, diversité, puis consulter parce qu'on est tous des individus différents qui ont des besoins différents. Donc, pour être plus sécuritaire que pas assez, ça vaut quand même la peine d'aller vérifier. Mais ça, c'est vrai pas juste pour l'alimentation végétale, c'est vrai pour tout le monde. Oui. Tout à fait. Oui, non, écoute, diversité, c'est aussi souvent le mot qui me vient en tête. Puis de se rappeler justement que, tu sais, 95% de la job, si on est soucieux de notre santé, on va la faire en mangeant diversifié. On n'a pas à se casser la tête plus qu'il faut. Puis si à Manon on se casse la tête avec notre alimentation, tu sais, c'est pas normal. Il y a des choses à faire pour que ce soit plus facile, plus intuitif au quotidien. Donc, voilà. Karine, merci beaucoup. Si les gens veulent te suivre, trouver ton livre, ta clinique, c'est le moment de drop les plugs. Tu vois, moi aussi, je suis fort dans les anglicismes. Parfait. Dans le fond, tout ce qui est volet plus nutrition sportive, ça va être Endorphine Nutrition Sportive sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. Sur Instagram, c'est Endorphine Nutrition. C'est un petit peu plus court, ça s'écrit plus rapidement. Notre site web également, c'est endorphinenutrition.com. Pour ce qui est de Nutrition Chichi, qui est plus le volet médical, donc tout ce qui est maladies chroniques, relations avec la nourriture, etc. Ça va être Nutrition Chichi, Facebook, Instagram et le site web, c'est clinique, nutritionchichi.com. Et moi, perso, je suis sur Instagram, karinepaiement.dtp. Je suis pas super active parce que c'est ça, le doctorat, etc. Mais c'est pas mal là qu'on peut me retrouver ou par courriel à karine@endorphinenutrition.com. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'échanger. Super, bien merci beaucoup. Merci à vous.